Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Je vais me présenter très brièvement. Je suis Philippe Young, je suis auteur chez Mémoire d'Encrier, mais je m'efface tout de suite parce que j'ai la très grande chance ici d'avoir 3 sommités des lettres québécoises. 1 heure ne sera pas de trop pour évoquer leurs œuvres et donc leur rapport à Montréal, puisque le Salon du Livre m'a proposé, d'ailleurs je remercie le Salon de cette invitation, d'évoquer avec eux l'idée d'être libre de raconter Montréal. Donc on a un sujet vaste. Et donc je vais commencer par présenter nos 3 invités, même s'il est difficile de résumer leur longue et brillante carrière. Je vais commencer avec Monique Proulx. Alors pour vous définir, j'ai essayé de trouver quelque chose quand même. Et donc Monique Proulx est une passionnée par l'autre, par toutes les formes d'altérité. J'espère que ça vous convient. Répétez donc. Passionnée par l'autre, par toutes les formes d'altérité. Voilà. Donc Monique Proulx a fait de Montréal un territoire vraiment privilégié de ses romans, de ses explorations littéraires. Elle est à la fois romancière, nouvelliste et scénariste de cinéma. Il est très très difficile de résumer en gros tous les honneurs qui ont émaillé sa carrière. Parmi ceux-là, on va retenir le prix des libraires du Québec en 1994 pour Homme invisible à la fenêtre. Et plus récemment, le prix des 5 continents de la francophonie en 2022 pour Enlève la nuit, dont nous parlerons, j'espère, relativement longuement lors de cette rencontre. Et je terminerai par mentionner un livre qui, je pense, rayonne et continuera de rayonner pendant très longtemps, qui est ce magnifique recueil Les Aurores Montréal. Donc recueil qui a déjà traversé des générations et qui va continuer, je n'en doute pas, à marquer des générations de lecteurs. Je vais poursuivre avec Marie-Hélène Poitras. Alors là, difficile de résumer, j'ai dit passionnée de musique et de chevaux. Oui, c'est bien. Définir, ça c'est vous pas mal ça. Ouais, Oui. en tout cas, c'est parfait. Donc Marie-Hélène Poitras a œuvré notamment comme journaliste culturelle et a une nouvelle carrière, je viens de l'apprendre, d'éditrice chez VLB aux éditions La Bagnole depuis 1 an. Alors elle explore également à la fois les genres de la nouvelle, du roman et de la littérature jeunesse. Et parmi les prix qui l'ont honoré, le prix Anne Hébert pour Soudain le Minotaure, et très récemment, voilà, vous l'avez appris il y a peut-être 2 semaines ou un peu moins. Oui, c'est ça fait 2 semaines, c'est tout récent. Là. Et le prestigieux prix du gouverneur général pour ce très très beau recueil nommé Galumph, que je ne saurais trop vous recommander. Je vais terminer par Yves Beauchemin. Alors là, ça va être très très compliqué de résumer sa carrière, je ne vais pas m'y risquer. Donc Yves Beauchemin a été reconnu dès la parution de son premier roman L'Amphiroapé en 1974, c'est ce que vous disiez. Vous avez écrit 12 romans, Yves Beauchemin, est-ce que le compte est bon? Vous avez écrit 12 romans, je pense. C'est le 12e roman en fait que vous venez de faire paraître. Le 9e. Le 9e. Alors c'est moi qui. Enfin, le 9e roman j'ai écrit pour les enfants. J'ai d'accord. Choses, alors j'arrivais à un compte. Je calcule seulement que ces romans-là. J'arrivais à un compte de 12. Alors donc, Yves Beauchemin est notamment l'auteur du Matou, qui a vraiment marqué une génération, qui a été traduit en 18 langues, qui a été finaliste au prix Goncourt, également de Juliette Pomerleau. Et son dernier opus, Une nuit de tempête, apparu aux éditions Québec-Amérique en 2023, si je ne me trompe pas. Alors, on a peu de temps et j'ai énormément de questions à poser à nos 3 invités. Je vais commencer par un point très très simple, qui est que en fait aucun de nos 3 auteurs n'est né à Montréal. Corrigez-moi si je me trompe. Monique Proulx, vous venez de Québec. Marie-Hélène Poitras d'Ottawa, en fait, vous êtes née à Ottawa, et Yves Beauchemin, vous venez de Rouyn-Noranda. Joliette. En fait, je suis né à Noranda, mais j'ai passé la plus grande partie de mon adolescence à Joliette. D'accord, très bien. Je vais vous citer Monique Proulx dans une entrevue que vous avez donnée à la Bibliothèque des Amériques, où vous dites, j'espère que vos propos ont été respectés. J'espère que je vais m'en rappeler. Voilà. J'ai passé les 30 premières années de ma vie dans une jolie ville homogène, Québec. Quand je suis débarqué à Montréal, j'ai été fasciné et souvent choqué par le chaos apparent de cette métropole anarchique et par la présence massive des immigrants. J'ai écrit Les Aurores Montréal pour apprivoiser le chaos de Montréal et donner des personnages à ma fascination. Est-ce que ça ne trahit pas votre pensée, j'espère? Ça vous paraît? C'est tout à fait le cas. C'est vrai que
Montréal, pour quelqu'un qui vient d'une petite ville harmonieuse, jolie, dont l'architecture est savamment étudiée. Ça continue d'être le cas. D'ailleurs, Québec continue d'être une jolie ville harmonieuse qui accepte d'avoir un fleuve accessible, ce que Montréal, qui est une île, ne fait pas. Donc, oui, j'ai été choquée quand je suis arrivée à Montréal, mais j'ai en même temps... je trouvais que cette laideur apparente de Montréal était extrêmement chaleureuse. Il y avait quelque chose qui nous rendait, comment dire, la ville plus humaine. C'était une ville qui ne demandait que aux gens qui arrivent de s'inscrire, de trouver sa couleur. Et c'est une ville tout en fragments. Alors, c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire un livre de nouvelles, parce que c'est vraiment... On ne peut pas saisir l'âme de Montréal immédiatement. On peut juste en saisir des éclats et puis tenter de s'approcher du cœur. Et le cœur se dérobe toujours, en quelque sorte. Mais les fragments sont lumineux, je dirais. C'est une ville que je continue d'adorer, à vrai dire, et qui continue de m'irriter profondément. Il y a vraiment les deux aspects qui continuent d'être. Et je trouve que c'est une ville qui vieillit bien, malgré tout. Qui continue d'être incohérente, qui ne fait pas assez d'efforts pour être belle, qui refuse toujours son fleuve, mais qui, au-delà de tout ça, permet à tout le monde de s'y glisser. Je trouve que c'est comme un ventre ouvert où on peut entrer dans Montréal. Et je connais, à vrai dire, je connais très peu de gens qui viennent sans aimer Montréal. Parce que je pense que ça tient aux Montréalais aussi. Je vais me tourner vers Marie-Hélène Poitras. Est-ce que vous avez un souvenir net de vos premières impressions et de votre premier regard sur Montréal? Je ne sais pas, rappelez-nous les circonstances dans lesquelles vous êtes arrivé. Oui, moi, j'ai grandi dans l'Outaouais et à l'âge d'11 ans, je suis déménagée pas si loin de Montréal, à Saint-Jean-sur-Richelieu, une banlieue en Montérégie. En autobus, c'est à peu près 45 minutes. Et quand j'étais ado, vers l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à être passionnée de musique. Et avec le grand frère de ma meilleure amie, on venait voir des spectacles à Montréal. Donc, pour moi, c'était la ville de la musique. C'était là que les artistes qui m'intéressaient se produisaient. Et très vite, je me suis mis à me sentir vraiment attirée par cette ville-là. C'était très magnétique pour moi. Je rêvais de vivre à Montréal. J'arrivais pas encore à la circonscrire dans ma tête, à voir la cartographie, parce que c'est vrai que Montréal est fragmenté. Là, moi, je suis venue étudier à l'UQAM à Montréal et très vite, je me suis sentie chez moi. Et là, ça doit faire à peu près 25 ans, même peut-être un peu plus, que je vis à Montréal. Puis c'est vrai que c'est comme un ventre ouvert. J'aime beaucoup l'image parce que moi, j'ai l'impression que quand ça fait 5 ans qu'on habite à Montréal, on est un Montréalais. Peu importe d'où on vient, je pense que ça prend un petit nombre d'années à avoir vraiment compris aussi que c'est plusieurs villages qui forment la ville. Tu sais, il y a différents quartiers avec leur histoire, leur architecture. Moi, c'est des quartiers qui sont reliés aussi à différentes époques de ma vie. Donc, je la traverse, cette ville-là, comme une espèce de cartographie sentimentale. Il y a des souvenirs qui sont liés à tous les quartiers. Mais je pense vraiment qu'assez vite, on se sent chez soi à Montréal. Puis c'est pas une ville qui... un peu de par sa laideur, quoique il y a des parties belles aussi quand même, mais je pense que c'est ce qui fait que c'est facile de se l'approprier, parce que c'est moins gênant que, tu sais, quand tu débarques à Paris, il y a comme toute cette grandeur autour et c'est comme un peu impressionnant. On se sent tout petit, mais à Montréal, c'est facile. La beauté, à vrai dire. La beauté de Paris est impressionnante. On n'a pas ça à Montréal. Non, ça, c'est sûr. Et alors, Yves Beauchemin, de votre côté, si je ne me trompe pas, vous avez découvert Montréal en arrivant pour y faire des études. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de des premières impressions que la ville a pu vous faire? Ben, pour moi, Montréal, ça correspond au début de ma vie adulte. Je suis né dans une ville beaucoup, beaucoup plus petite que Québec, Joliette, qui est l'archétype parfait de la petite ville provinciale où chacun se regarde
fonctionner, parler, marcher, acheter, vendre. C'est une ville, au début, quand tu es jeune, tu t'en aperçois pas, mais comme toutes les petites villes, je crois que ça peut devenir étouffant de demeurer là. J'ai quitté Joliette à l'âge de 21 ans pour aller à l'Université de Montréal, faire mes études en lettres. Et puis, je raconte dans l'extrait que je vais lire tout à l'heure l'impression que Montréal m'a fait. Et je dirais comme vous que c'est comme si on se droguait quand on arrive à Montréal. C'est la ville, on appartient à la ville, puis la ville nous appartient presque instantanément. Et c'est pas parce qu'elle est belle, il y a des belles parties, mais malheureusement, les puissances de l'argent et, disons, le manque de culture des autorités municipales ont fait de la ville quelque chose d'attirant, mais en même temps de repoussant. Excusez-moi, Montréal, il faut que je dise ce que je pense. Donc vous êtes arrivé, vous avez découvert la ville, et moi j'avais une question qui est aussi une question d'auteur en fait, hein, parce que ça fait 10 ans que je suis à Montréal, et j'entends avec intérêt ce que vous en dites. Je me suis demandé, en vous lisant, quand Montréal était devenu un possible territoire de fiction pour vous. C'est-à-dire, est-ce que ça s'est fait immédiatement? Est-ce que l'expérience des concerts à l'adolescence, par exemple, ou l'expérience des études, l'expérience de la découverte de la ville, vous a conduit très très vite à vous dire très bien, j'y vis, donc ce sera le territoire privilégié également de mes explorations littéraires, ou est-ce que ça vous a pris du temps de vous l'approprier? Et quand avez-vous eu, on va dire, l'impression d'assez bien la saisir, la connaître pour pouvoir écrire sur elle, cette ville? Je ne sais pas qui voudrait commencer, peut-être Monique Proulx. Moi, j'ai pris 10 ans à écrire Les Aurores Montréal parce que, comme je disais, c'est une entité qui se dérobe quand on la regarde. Et ce qui me fascinait de Montréal, c'est les autres. Parce que, étant né à Québec, dans une ville où il n'y a presque pas d'immigrants, je trouvais ça incroyable que des immigrants, et c'était pour moi aussi un très bon signe que les immigrants puissent se glisser dans cette ville-là et puissent vraiment faire de Montréal ce qu'elle est, c'est-à-dire un territoire sur lequel on se sent bien. Je veux dire, tout le monde a droit de citer les sans-abri, les riches, quand on se promène sur le Mont-Royal, par exemple, c'est tout Montréal qui est là. C'est tous les immigrants, toutes les familles d'immigrants. Il y a quelque chose de très riche. Et j'essayais de trouver l'âme de Montréal de cette façon-là, par l'œil d'un immigrant, par l'œil des immigrants, beaucoup en me disant, qu'est-ce que c'est cette ville-là? Et pour moi, c'est une ville, entrer dans Montréal, c'est un peu comme entrer dans la vie. C'est comme ça que j'ai conçu le livre que j'ai écrit, Les Aurores Montréal. C'est comme entrer dans la vie, naître à Montréal. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est les premières images qui te viennent? Alors, je pensais au petit garçon qui découvre la neige pour la première fois parce que Montréal étant une ville nordique, il y a quand même aussi quelque chose de magique de penser qu'on peut faire du ski de fond un lendemain de tempête de neige à Montréal. C'est pas banal. Bon, après Montréal, pour moi, au-delà des Aurores Montréal, j'ai été fascinée par le côté... La naissance de Montréal, c'est pas banal non plus. C'est une ville mystique. C'est une ville qui est née d'une sorte de soif d'absolu des mystiques du 17e siècle français. Il reste quelque chose de ça dans Montréal. Cette quantité, cette qualité de créateur qu'il y a, cet entrepreneurship, cette créativité dans tous les domaines, la cuisine, tout ça, ce lieu où les gens ont envie de recommencer et de se commencer. Moi, je dis que ça vient tout du cœur de Jeanne Mance, justement. Donc, c'est ça. Montréal, c'est ça. C'est un immense jeu, c'est un immense terrain de jeu dans lequel on n'a pas fini de puiser. Alors, Yves Beauchemin, de votre côté, vous êtes arrivé pour faire des études à Montréal. Et à partir de quand avez-vous écrit sur la ville? Avez-vous choisi la ville comme cadre, en fait, de vos écrits littéraires? Bien, ça s'est fait malgré moi parce que Montréal est devenu rapidement ma vie. Mais j'ai eu des avant-goûts de Montréal. Je faisais des études au séminaire de Joliette, qui est un collège. Et de temps à autre, avec un ami, je venais faire des razzias ici
à la librairie Tranquille, Henri Tranquille, qui était devenu comme un ami très autoritaire. Et on faisait comme ça. Et j'allais chez Archambault, qui vient de fermer, parce que je suis maniaque de musique classique. Et les premiers opéras, les premiers disques que j'ai achetés, c'est à Montréal. À Joliette, il n'y avait pas grand-chose à nous offrir de ce côté-là. Il y avait des choses, mais rien qui puisse se comparer. Donc, pour moi, il y a un lien très fort avec la culture. Et c'est pas un hasard si j'ai commencé à écrire à Montréal, parce que nos racines poussent dans la ville très rapidement et Montréal se met à circuler dans notre sang et ça donne le goût de parler de la ville. Et la plupart de mes romans se déroulent à Montréal. Un seul se déroule à Longueuil. Là, il y a un deuxième, donc 2. Mais je dirais que mon vrai cœur d'écrivain, il est ici. Et alors, Marie-Hélène Poitras, vous parliez de vos expérimentations musicales d'adolescente. Entre ce chemin-là, vers vos 15 ou 16 ans, et ensuite l'écriture de premiers textes situés dans la ville, il y a eu beaucoup de temps, ou au contraire, comme le disaient Monique Proulx et Yves Beauchemin, Montréal a infusé dans votre sang très rapidement, et donc vous avez choisi de faire de la ville le cadre de vos écrits. J'aimerais vous entendre sur ce processus. Un peu comme Yves, moi aussi, je suis venue étudier à Montréal et puis très vite, ça m'a nourri, ça m'a fasciné. Mon premier roman, je l'ai fait paraître, j'avais 26 ans. Donc, ça faisait quelques années que j'avais fini d'étudier. Et j'étais encore dans cette espèce de célébration-là de tout ce que je découvrais, des énergies de la ville. Une des choses aussi que je pense que si on décide de vivre à Montréal, il faut accepter que c'est une ville qui change, que c'est une ville qui est en mouvement. Parfois, on a un restaurant préféré, puis là, tout à coup, il n'existe plus, mais il y en a d'autres nouveaux qui vont arriver. Donc, il faut accepter ce mouvement-là. Et moi, dès mon premier livre, Soudain le Minotaure, il était question de Montréal dans ce livre-là. Mais je pense que le livre dans lequel c'est le plus apparent, c'est peut-être Griffintown, qui porte justement le titre d'un quartier à Montréal. Un quartier qui a changé beaucoup. Moi, j'ai conduit des calèches dans le Vieux-Montréal en 2003-2004. Et puis, à l'époque, on ne connaissait pas le mot Griffintown. Moi, je pensais que c'était Pointe-Saint-Charles. Je croyais que j'étais dans ce coin-là, dans le Vieux-Montréal. Et puis, c'est là qu'il y avait les écuries des chevaux de calèche. À peu près à 15 minutes de la ville touristique, les écuries étaient là-bas. Puis c'était comme un genre de Far West. Et moi, ça m'a fascinée parce que c'est aussi un coin de la ville où, sur le drapeau de Montréal, il y a il y a les 4 fleurs des peuples fondateurs. Il y en manque quand même un important, mais en tout cas, il y a le trèfle de l'Irlande. Et puis, dans ce coin-là, dans l'architecture, on voit vraiment des traces des apports culturels des Irlandais. C'est vraiment marqué. C'était là qu'ils sont allés. Et puis, c'est comme une partie de la ville qui était comme cachée, qu'on connaissait pas. Puis maintenant, j'y vais de temps en temps. Même, j'ai amené des élèves à un moment donné. On a fait une rencontre et puis on se promenait, tu sais. Puis l'écurie existe encore. Il y avait 1 ou 2 chevals. Je pense que des fois, il y a des mariages. Donc, il y a des chevaux qui vont là quelques jours puis qui repartent. Mais partout autour, c'est complètement embourgeoisé. Et ce sont des immeubles qui n'étaient pas là en 2003-2004. Je pense que c'est autour de 2012 que ça a commencé vraiment à... Et puis, c'est un exemple à ne pas répéter, parce que ça a été construit n'importe comment. C'est un quartier dans lequel il y a très peu d'épiceries. Il n'y a pas beaucoup... Je me demande s'il y a des écoles. C'est comme... c'est un exemple qui espère ne pas refaire quand il parle de s'installer où est-ce qu'il y avait l'hippodrome, là. Griffintown est cité comme quelque chose à éviter. Donc, moi, en plus, je travaillais dans ce coin-là, donc je voyais vraiment les transformations en cours. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en récit parce que j'avais l'impression que c'était comme un monde qui disparaissait sous nos yeux. Puis surtout que les cochers, les calèches ne sont plus dans la ville. Donc, toute cette petite musique métallique, des fers qui tapent l'asphalte, c'est disparu. C'est plus présent dans la ville de Montréal maintenant.
L'idée selon laquelle raconter une ville, c'est aussi raconter son histoire, moi je la trouve très présente dans vos œuvres, dans vos œuvres à vous trois. Je vais vous citer Yves Beauchemin. Alors vous avez dit, j'espère que c'est vrai, dans une revue qui s'intitule Voix et Images, une revue publiée par l'UQAM en 1987, vous revenez sur des scènes de démolition qui émaillent le matou. Et c'est vrai, il y a beaucoup de scènes de démolition. Et vous avez des mots très sévères. On va se fâcher avec la municipalité de Montréal pour la deuxième fois, à propos de Jean Drapeau. À propos de Jean Drapeau et de ce que Jean Drapeau a fait à la ville. Et de votre côté, Monique Proulx, je vais revenir à Ce qu'il reste de moi. Dans Ce qu'il reste de moi, vous entrecroisez un Montréal qui est un Montréal très contemporain, avec l'épopée mystique de Jeanne Mance, qui ne sert pas que de toile de fond, qui hante aussi certains personnages de Ce qu'il reste de moi. Alors, Marie-Hélène Poitras vient de le dire, j'allais justement vous interroger sur Greciantown, sur ce monde qui décline et qui disparaît, cette confrontation entre le monde des promoteurs et le monde des calèches. Ma question, elle est très très simple. Pourquoi est-ce que vos livres sont tellement habités par des échos d'un monde plus ancien ? Est-ce que vous sentez une vocation mémorielle quand vous évoquez Montréal ? Ou est-ce que, plus bêtement, vous avez l'impression qu'on ne peut pas comprendre le présent sans évoquer le passé ? Je ne sais pas du tout quelle est votre vision, en gros, de ces retours sur l'histoire de Montréal et sur l'évolution de la ville dans vos romans. Le retour sur l'histoire de Montréal me fait prendre conscience de tout ce qu'on a détruit de son passé. Et sûrement Jean Drapeau Jean Drapeau, à l'époque moderne, est celui qui, à part la Place des Arts, a fait le plus grand tort. Moi, j'étais à l'Université de Montréal quand j'ai vu la destruction de la rue Sherbrooke dans l'Ouest. Le Golden Square Mile, qu'on appelait, où s'élevaient les plus belles maisons de l'Empire britannique, je doute un peu de ça parce qu'il y avait Londres quand même, a été remplacé par des gratte-ciels, des boîtes carrées en longueur, tous plus séduisantes les unes que les autres, n'est-ce pas? Et qui donnent parfois envie de monter en haut d'un gratte-ciel et de se jeter en bas, juste pour oublier. Mais je ne suis pas particulièrement suicidaire, c'est une image littéraire. Le passé, comme vous disiez toutes les deux, la laideur de Montréal, c'est curieux, mais c'est comme un de ses attraits. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est tordu au point qu'on aime la laideur? Pourtant, comment dire, quand je parle de Montréal, les mots sont portés à aller dans toutes les directions. Il y a une chose dont je suis sûr, cependant, c'est dans Montréal que réside le destin du Québec. Moi, j'ai une maison dans les cantons de l'Est. Et le canton de l'Est était anglophone, l'est encore. Il se produit dans les cantons de l'Est le contraire de ce qui se passe à Montréal. La plupart des anglophones où je demeure, et ça vaut sûrement pour ailleurs, parlent français. Et parfois très bien. Tandis qu'ici, le danger qui nous menace, c'est justement de se mettre à parler anglais peu à peu et notre culture et l'âme du Québec va s'en aller. Et c'est ici que ça se passe. Montréal est une ville dramatique. Monique Proulx, si vous pouvez nous reparler justement de cet entrecroisement entre l'histoire et le Montréal contemporain, comme moteur en fait de... Bien, comme disait Marie-Hélène, c'est une ville en changement. C'est une ville qui se transforme, qui absorbe bien les gens qui arrivent. Moi, ce dont je suis... ce qui me préoccupe le plus, là, je dirais, les dernières années, bon, le côté esthétique, il y a quelque chose de frais et de séditieux dans le fait que Montréal ne soit pas esthétique à tout prix. Il y a quelque chose... C'est d'abord les gens. C'est des lieux comme... On regarde les petits cafés qui ne sont pas nécessairement jolis, mais qui sont avenants. Tu as envie d'y entrer.
Moi, le côté fraîcheur de Montréal, pour moi, c'est suffisant pour que l'esthétisme, parfois, passe derrière. Mais le changement auquel je suis le plus sensible, c'est la détérioration du tissu social, comme on appelle, c'est-à-dire le fait que j'ai vu au fil des années proliférer de plus en plus les sans-abri. Moi, ça a toujours été présent dans mes livres. Aussitôt que je me suis mis à parler de Montréal, je me suis mis à parler des gens sur le trottoir parce que ça m'horrifie. Ça m'horrifie que dans une ville bien nantie comme Montréal, parce que même si Montréal est peut-être plus pauvre que beaucoup d'autres villes canadiennes ou nord-américaines, il y a quand même, en général, une économie qui fonctionne. Et le fait que les laissés pour compte se multiplient, les gens qui décrochent du système, qui sont plus capables de se loger, se multiplient, ça, je trouve que c'est une honte constante. Et pour moi, c'est une sorte, je dirais que présentement, c'est une image de Montréal récurrente qui revient tout le temps, à laquelle je ne suis pas capable d'échapper. Et je me dis que il faut pas que je fasse semblant que ça n'existe pas. Alors moi, c'est devenu comme un sujet dans tous mes livres. C'est devenu le sujet sous-jacent, les itinérants. Voilà. Alors, quand vous invoquez Jeanne Mance et son parcours, est-ce que c'est une façon de... Si Jeanne Mance revenait maintenant, ce qu'elle appelait les sauvages, ça serait les itinérants. Si Jeanne Mance revenait, c'est des itinérants qu'elle s'occuperait. Il y aurait quelqu'un il y aurait dans le monde une mystique hantée par une mission. Bien, peut-être que la mission, ce serait aller dans une ville comme Montréal puis essayer de redonner de la dignité et un toit aux sans-abri. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que pour vous, Jeanne Mance, c'est une sorte d'incarnation de l'esprit original qu'il ne faut pas oublier, qu'il faudrait retrouver? Oui, et cet esprit-là continue d'être. D'ailleurs, c'est presque toujours des femmes qui s'occupent des refuges pour sans-abri, pour femmes violentées, pour hommes à bout de souffle. Ça reste comme les descendantes de Jeanne Mance qui continuent de s'occuper des moins bien nantis. Mais je pense que je crois que Montréal, contrairement à des villes comme Paris ou Bucarest, parce que j'arrive de ces villes-là, les gens regardent les sans-abri, les gens leur donnent quelque chose. Il y a le citoyen montréalais est un citoyen, je pense, qui souffre de cette situation-là, qui est prêt, qui serait prêt à ce que la ville en fasse davantage et qui est mal à l'aise avec ça, c'est entendu. Donc, il n'y a pas un niveau d'égoïsme qui est trop choquant à Montréal. Alors, il y a tout Montréal dans vos livres. J'ai passé 3 semaines à naviguer entre Yves Beauchemin, Monique Proulx et Marie-Hélène Poitras. Et j'en suis ressorti avec une question que je voulais vraiment vous poser, qui est assez simple. Vous placez des personnages, ils ont une trajectoire à l'intérieur de cette ville, dans un territoire ou dans des territoires à l'intérieur de la ville. Fondamentalement, pour vous, est-ce que Montréal déforme les gens, les tire vers le bas, les tire vers le haut? Je vais prendre quelques petits exemples. Dans votre dernier recueil, Marie-Hélène Poitras, Galumph, on suit notamment un très beau couple charismatique qui m'a un petit peu fait penser à des films de Jarmusch, par exemple, Tilou et sa muse. Et il y a une nouvelle très poignante qui s'appelle Fin de règne, à l'intérieur de Galumph. Ensuite, je vous disais, Monique Proulx, quand on s'est rencontrés juste avant la rencontre, que j'ai retrouvé avec un plaisir extraordinaire Marcus Cohen dans Enlève la nuit. Marcus Cohen, c'était, pour ceux qui ne connaîtraient pas le livre, un jeune hassidique qui s'évadait de sa communauté et qui avait une sorte de trajectoire un peu météoritique comme ça dans le roman choral de Monique Proulx. Et là, dans son dernier roman, elle le fait elle l'a fait à mon plus grand plaisir revivre, et on l'entend à travers ses propres mots raconter son odyssée, qui est une forme de naissance à 20 ans. Je pense que vous avez dit ça quelque part. De votre côté, Yves Beauchemin, il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui découvrent Montréal et qui en subissent aussi la violence. Je pense notamment à un de vos personnages dans La serveuse du café Cherrier, Mélanie Gervais, qui va devenir un objet de désir et qui va avoir une trajectoire compliquée à Montréal. Alors, est-ce que la ville déforme vos personnages? Est-ce que la ville les happe? Est-ce que la ville les détruit?
Est-ce que vous voyez cette violence comme une forme nécessaire, on va dire, d'initiation? Comment est-ce que vous voyez l'influence que la ville a sur vos personnages? Marilène Poitras, je ne sais pas si... C'est varié, en fait. Ça dépend vraiment des quartiers que je mets en scène. Mais je pense que souvent, j'aime parler du Montréal nocturne. C'est une ville qui a une énergie différente quand on la fréquente la nuit. Et j'aime même mettre en récit des coins un peu sordides, pas rassurants, parce que je les trouve quand même intéressants et fascinants. Mais dernièrement, je me suis demandé, parce que moi, dans la ville, j'habite dans le quartier Rosemont, qui est comme un petit cocon. Là. Pour moi, c'est un cocon, c'est vraiment tranquille. Puis même aussi, pendant la pandémie, j'ai découvert une partie de mon quartier que je connaissais pas. Je me suis mis carrément à faire du ski de fond, comme vous en parliez au début, au jardin botanique. Et ça m'arrive même, quand il vient de neiger, de parcourir les ruelles près de chez moi puis d'y aller carrément en ski. J'adore ça. Et depuis 3 ans, toujours dans ce même parc Maisonneuve, juste à côté du jardin, ben là, je suis devenue bergère parce qu'il y a des moutons. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un cheptel de 17 moutons dans le parc Maisonneuve. C'est l'organisme Biquette. Ils font de l'éco-pâturage, donc ils sont là, ils tournent le gazon, en fait, puis il y a toujours il y a plein d'avantages à ça. C'est comme... Ça se passe aussi dans certaines villes d'Europe. Moi, la première fois que j'avais vu ça, c'est quand j'étais allée à la foire de Bruxelles, à la foire du livre de Bruxelles. Il y avait des petits moutons qu'on déplace là, un peu en transhumance. Mais à Montréal, c'est qu'ils ont tout le parc. Puis c'est vraiment une image de Montréal que j'adore, que j'ai pris plein de fois en photo. C'est le mât du stade avec les petits moutons qui broutent juste à côté. Et bon, c'est sûr que je vais faire quelque chose avec ça. À un moment donné, ça va surgir dans mes récits. Mais bref, je me demandais, est-ce que je vais un jour écrire sur ce quartier-là, Cocon, où pour moi, il ne se passe pas grand-chose. Puis c'est pour ça que j'aime y vivre. Mais en général, quand j'écris sur un lieu, c'est parce qu'il y a du danger, il y a de l'excitation. Puis je suis contente d'habiter dans un endroit tranquille. Mais bref, là, j'ai commencé à mettre en scène, dans une de mes nouvelles, la petite fille qui avait un trop gros chien. Avec des histoires de ruelles, de voisinage, de quartier, des choses auxquelles on a accordé beaucoup d'importance pendant la pandémie, justement, tu sais, ce qu'il y avait autour de nous, le côté... c'est drôle parce que les grandes villes ont la réputation d'être un petit peu impersonnelles. On entend souvent dire que les gens ne se parlent pas, mais pour moi, c'est vraiment le contraire. Et puis, c'est un commentaire que les gens qui viennent chez moi, qui n'habitent pas en ville, me font souvent. C'est comme, tu connais tous tes voisins, puis tout ça. Puis quand un de nos voisins s'en va, des fois, ben là, on est triste. Puis comme toute une communauté. Donc, je pense que c'est une ville qui a vraiment un sens important de la communauté. Il y a aussi... Comme on disait, c'est pas homogène, Montréal. Donc, oui, ce que vous dites à propos de la possibilité de se perdre dans Montréal, d'être violenté, d'être agressé psychologiquement est là. Mais justement, il y a tous ces petits îlots de fraîcheur, de tranquillité, de paix qui sont donnés, entre autres, par la verdure. Moi, j'habite près du Mont-Royal et le Mont-Royal, quand tu vas sur le Mont-Royal, tu sens soudain que les gens se déposent, perdent leur anxiété temporairement. Donc, et les moutons, moi, j'adore ça. J'espère qu'ils vont répandre les moutons partout. Parce que c'est justement... Mais il faut sortir de la ville aussi. Ça, il faut bien que je le dise. Moi, j'aime Montréal parce que 6 mois par année, je m'en vais à la campagne. Parce que, je l'avoue, il y a un silence. Moi, je recherche toujours le silence. Dans mon quartier, il est moins tranquille que le tien. Le silence n'est jamais complètement atteint. Alors, moi, je cherche toujours le silence. Donc, je considère qu'au Québec aussi, la nature est à peu près la richesse naturelle la plus grande qu'on a. Les lacs, tout ça. Alors, moi, il n'est pas question que je ne goûte pas l'été à une nature qui est près d'un lac, que je ne disparaisse pas dans un univers où l'humain n'est presque pas présent, pour mieux, après, retourner à Montréal et aimer cette énergie-là, qui est une énergie quand même assez frénétique, là.
malgré le gris ontologique de Montréal. C'est une expression qui m'a marqué dans les Aurores Montréal, où vous parlez du gris ontologique de Montréal, en disant en gros que la ville est condamnée à 1000 nuances de gris dans une de vos nouvelles. Je ne sais pas si l'expression m'a vraiment marqué. Voilà. Répétez-moi le gris ontologique de Montréal. Je vous l'emprunte de vos citations. Le vide ontologique, oui. Oui. Oui, c'est ce que je ressens des fois, mais pas toujours. Alors, moi, j'ai voulu fuir Montréal pour des raisons immobilières. Quand j'ai acheté une maison, j'ai dû, à cause de la modicité de mes moyens à l'époque, puis en grande partie aujourd'hui, on est allé à Longueuil en pensant quitter Montréal. Ça, c'est... J'ai été victime d'un effet visuel. Longueuil, j'espère que la mairesse n'est pas ici, pas de chance. Longueuil est comme une excroissance de Montréal à cause du pont Jacques-Cartier, mais surtout à cause du métro. Et quand on a des choses un peu compliquées, délicates ou aventureuses à faire, c'est pas à Longueuil qu'on les vit, c'est à Montréal. Et je suis souvent à Montréal grâce au métro pour toutes sortes de raisons, beaucoup de raisons culturelles, les livres, les disques, tout ça, entre autres. Et aussi, comme disait Monique, les fameux cafés. Alors là, les cafés à Montréal, c'est une ambiance festive, une ambiance aussi qui nous permet d'explorer la nature humaine. Il y a toutes sortes de gens. Et même si le prix du café a augmenté d'une façon outrageuse, je continue de les fréquenter pour... C'est un peu moins festif depuis que tout le monde se promène avec son ordinateur et tout le monde s'installe pour travailler sur son ordinateur ou son téléphone dans les cafés. Oui. Il y a quand même ça aussi, ça fait partie de la dégénérescence, je dirais, de la ville. Autre point commun que j'ai trouvé en vous lisant, et ça a peut-être un rapport justement avec une forme de dureté dans la ville, il y a des personnages empathiques dans chacune de vos œuvres. Au point, par exemple, Marie-Hélène Poitras, qu'une de vos nouvelles dans Gallum s'appelle « Exercice d'empathie ». Exercice compliqué, avec votre protagoniste qui est confronté à l'incendie de son entreprise. Je vais vous laisser en parler. Dans votre dernier roman, Yves Beauchemin, on a un personnage d'une magnifique empathie qui est un médecin urgentiste à Longueuil, Romain Belle-Rose. Dans le vieux Longueuil. Voilà, oui, dans le vieux Longueuil. Et puis de votre côté, Monique Proulx, moi je pense, en termes de personnages empathiques, notamment à Gabi qui francise les immigrants dans Ce qu'il reste de moi et qui dit qu'elle a une sorte de fascination, qui était peut-être la vôtre, de suivre leur parcours, comme ça ils sont neufs à Montréal et au monde, et elle les fréquente quelques semaines, elle les entend progresser, et il y a une empathie absolument marquante dans beaucoup de vos personnages. Alors, ma question est bête, mais pourquoi autant de personnages empathiques dans la grande ville ? Est-ce qu'il y a une nécessité chez vous en fait, de faire ressurgir tout de même une forme d'ouverture à l'autre et de bonté ? Moi, j'ai l'impression que dans vos œuvres, on a toujours un personnage empathique qui va nous permettre de peut-être redécouvrir la ville sous un jour plus humain. Je ne sais pas qui, Monique Proulx, si vous voulez tant mieux, en parler. mais vous vous rendez compte que ce que vous demandez, dans le fond, vous dites pourquoi tentez-vous de rendre l'univers plus humain, dans le fond? Parce que c'est un peu ça. C'est la base de toute communauté. C'est ce qui manque présentement à l'univers. C'est la faculté de se glisser dans la peau des autres. Si c'était plus répandu, l'univers serait pas à feu et à sang comme il l'est en ce moment. Donc, si on peut, c'est pas parce qu'on est des missionnaires, mais je pense que si on est écrivain, c'est parce que on sent, on sent la souffrance humaine. On sent aussi la joie de la connexion, parce que écrire, c'est aussi ça. C'est dans un état de solitude presque extrême. Se connecter à des énergies, à des univers qui nous traversent et
des univers lumineux, la plupart du temps, même dans leur noirceur, sont lumineux, et transmettent cette flamme-là qu'on a eue. Donc, il y a ce souci de se connecter aux autres. Je pense que on crée des personnages aussi qui ressemblent à ce qu'on voudrait voir dans le monde plus. Marie-Hélène Poitras, c'est difficile d'être empathique dans votre dernier recueil, tout de même. Mais oui. Pourtant, c'est pas mal le thème dans cette nouvelle-là, ouais, en particulier. Mais j'ai envie de dire aussi que à Montréal, à cause de la grande densité démographique, on est plus près les uns des autres dans l'espace. Donc, on n'a pas trop le choix on peut pas se détourner. Les autres sont près de nous, donc on les voit. Donc, on se pose des questions sur eux, donc on a envie de les connaître. Peut-être que ça joue là-dessus aussi. Là, on s'en allait parler de la nouvelle L'exercice d'empathie, mais c'est un personnage qui veut aimer son prochain, qui veut faire cet effort-là, qui essaie de le faire dans le métro, même quand il y a des gens qui portent un sac à dos, puis qui se tournent de bord, puis qui accrochent tout le monde, ou bien quand on sort, puis que, bon, il y en a qui veulent tout de suite rentrer, même s'il y a plein de monde qui sort. T'sais. Là, c'est quelqu'un qui se dit, OK, je vais vraiment essayer d'aimer tout le monde. Je pense que j'avais lu L'Art du bonheur du Dalai Lama, puis je me disais, ça doit être la clé, ça, de se lier à tout le monde, de ne pas juger. Donc, je m'étais mis à essayer de faire ça, mais dans mon monde à moi, en me rendant au bureau. Mais là, je dépeins un bureau où est-ce que c'est un petit peu déshumanisé, là. Donc, le personnage essaie aussi d'apprécier ses collègues, se fait reprocher son manque d'esprit d'équipe. Là, à un moment donné, il y a une alerte de feu. Le building est en feu. Elle se retrouve à parler avec justement un itinérant. Elle a ramassé tous les animaux qu'il y avait dans le bureau, des perruches, un bocal avec des poissons rouges, puis elle sait pas trop quoi faire avec ça. Elle les offre à l'itinérant qui a un chien. Elle se dit, il doit aimer les animaux. Et puis là, elle est comme au pied du mur parce qu'elle se dit, est-ce que je suis game de l'inviter à dormir chez moi? Tu sais, ça serait un peu ça, l'ultime empathie, tu sais, d'inviter ce gars-là qui n'a pas d'endroit où dormir. Puis elle n'arrive pas à le faire, tu sais. Donc, elle échoue un peu l'exercice d'empathie. Il y a comme cette limite-là qui est présente. Mais aussi, puis Monique en a parlé, mais je pense que l'écriture, c'est une forme d'empathie. Je pense qu'on est sensible à cette thématique-là parce que on a des antennes quand on écrit, on capte toutes sortes d'affaires. Moi, pendant que j'écris, je suis beaucoup plus empathique que quand je suis pas dans une période d'écriture aussi. Donc, on capte toutes sortes d'affaires. Puis je pense que ça laisse une empreinte aussi sur ce qu'on écrit comme thème, carrément. Yves Beauchemin, est-ce que vous pouvez nous parler du protagoniste de votre dernier roman, Romain Belle-Rose, qui est un médecin urgentiste extrêmement empathique, toujours tourné vers l'autre? Quelle est sa source? Est-ce que c'est vous, Romain Belle-Rose, ou est-ce que vous voyez votre médecin dans Une nuit de tempête, qui accueille ce jeune fugueur venu de Joliette? Mon médecin est urgentiste à l'hôpital, dans un des hôpitaux des hôpitaux de Longueuil. Pourquoi un urgentiste? Peut-être parce que je suis depuis depuis quelques années, il m'arrive de plus en plus souvent, n'oubliez pas que j'ai 82 ans, d'aller dans une urgence pour des choses en général pas tellement importantes. Et ce personnage-là m'est apparu spontanément. On ne sait jamais pourquoi on écrit finalement. Moi, en tout cas, c'est les personnages qui décident pour moi. Ils apparaissent avant même que j'ai commencé à écrire, puis ils sont doués d'un dynamisme qui leur appartient, un dynamisme inhérent. Et ce sont eux qui mènent complètement. Je ne sais pas si c'est la même chose pour mes collègues. Écrire, c'est suivre ces personnages, tout simplement. Et parfois, il faut le faire d'une façon très modeste, il faut les laisser parler. Et donc, c'est pour moi une façon d'appréhender le réel, quoi.
Je vois le temps qui passe. J'ai une dernière question à vous poser. Donc, vous avez quand même une longue fréquentation de Montréal, à la fois réelle et dans vos œuvres de fiction. Et là, j'avais vraiment une question de... Bon, je suis un vieux primo-romancier, j'ai beaucoup moins d'expérience que vous. Je me demandais quelle liberté vous vous donniez de fictionnaliser la ville. Ça, c'est une question que je me pose moi-même quand j'écris. Est-ce que vous êtes tenu par une forme d'éthique du réel, c'est-à-dire est-ce que votre Montréal doit être un Montréal réel? Parce que par exemple, Monique Proulx, dans votre dernier ouvrage, dans Enlève la nuit, on a l'impression que la ville devient un peu plus abstraite, les toponymes disparaissent, on reconnaît évidemment par exemple le Myland, on reconnaît évidemment des figures qu'on rencontre nous-mêmes comme habitants de Montréal, mais l'œuvre est moins référentielle, peut-être qu'avant. Alors question, je ne sais pas si peut-être la question est un peu abstraite pour finir cette conversation, mais comment vous faites l'équilibre entre votre liberté d'auteur et de fictionnaliser la ville et une forme d'éthique du réel, de respect de ce que la ville est réellement, ou peut-être que la question ne se pose pas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois que la fiction peut avoir plus de vérité que la réalité. C'est-à-dire que quand vous dites fictionner le réel, pour moi, il va de soi que le réel est interprété, même par nous, même quand on n'écrit pas. Le réel est toujours interprété. Et lorsqu'on écrit et qu'on parle de ce qui nous entoure, c'est la vérité à laquelle on doit tendre, c'est un regard juste. Il y a une authenticité dans la fiction, en ce qui me concerne, qui, pour moi, me laisse complètement libre. C'est-à-dire que aussi longtemps que je suis authentique lorsque j'écris, je ne triche pas, je ne renierai jamais rien de ce que j'écris. Je ne me sens pas tenue à une exactitude historique, jamais. Parce que même cette exactitude-là, à mon avis, est irréelle. Parce que tout est biaisé. Notre regard est toujours biaisé. Donc, ce qui est important pour moi, c'est d'interpréter avec l'empathie. On revient encore avec l'empathie. J'ai jamais de compte à rendre avec personne lorsque j'écris, ce qui fait que je n'ai jamais parlé de gens, même qui étaient comme des modèles, sans tenter de saisir leur essence. Alors, je veux dire, la fiction, pour moi, est la meilleure façon d'approcher le réel. Et je suis née à une époque, et j'ai commencé à écrire à une époque bénie, où on ne se souciait pas de lecteurs sensibles, où on avait suffisamment, une espèce de vigilance interne pour savoir qu'on on fait des recherches qui rendent les contextes solides. Et après, tous les êtres humains sont différents. Chaque être humain, la façon dont on l'invente est une façon de rendre cet être humain réel, vraiment. Marie-Hélène Poitras, quelle liberté vous donnez-vous de fictionnaliser le réel montréalais? Un peu comme dit Monique, moi aussi, en fait, je pense que je connais tellement la ville que quand je la mets en scène, il y a quand même un souci d'exactitude, mais c'est pas tant quelque chose que je m'oblige à faire, que c'est ma ville, ça fait 30 ans que j'habite dedans, donc tout ce que j'ai envie de décrire, je trouve ça savoureux de décrire Montréal. Il y a tellement de choses à dire. Il y a quelque chose qui nous appartient dans la façon dont on la met en scène, les mots qu'on choisit, qu'est-ce qu'on insuffle dans nos descriptions. Est-ce qu'on trouve ça beau, laid? Il y a comme une intention. Mais j'ai envie de dire aussi que comme lectrice, moi, j'aime beaucoup quand je voyage, au lieu de lire des guides touristiques, j'essaie de voir c'est qui les auteurs de ce coin-là. Puis, tu sais, des mois à l'avance, avant de me rendre dans ces villes-là, je lis. Puis, il y a beaucoup ça dans les polars. Les villes sont extrêmement importantes dans les polars. Moi, je suis une grande fan de Michael Connelly. Je l'ai lu beaucoup avant d'aller en Californie, à Los Angeles. Puis, tu sais, c'est un peu obsessif, là, mais tu sais, je vais dans les restos où ces personnages vont manger. Tu sais, je note ça, puis je me rends là, puis je veux manger la même affaire que l'enquêteur. Tu sais, c'est un peu fou, mais c'est quand même le fun. Vous essayerez ça. Et puis là, quand je continue de lire Michael Connelly, là, j'ai visité, moi, Los Angeles. Donc, c'est comme si la ville était réanimée à chaque fois que je lis. Et puis,
j'ai l'impression que comme j'aime vraiment ça, sentir les villes, je le fais un petit peu comme parce que j'ai du plaisir comme lectrice à expérimenter ça. Donc, c'est un vrai Montréal, je pense, qu'on retrouve. De votre côté, Yves Beauchemin, est-ce que vous avez un souci d'exactitude lorsque vous peignez Montréal, ou est-ce que c'est une forme de liberté que vous privilégiez? Je pense que c'est le souci d'exactitude qui l'emporte, mais la description des lieux précis, c'est la base pour que mon imagination se lance dans la fantaisie. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe qui est fantaisiste, mais le milieu où ça se passe, je le décris avec le plus d'exactitude possible. Et c'est la même chose pour les autres villes où se passent mes romans, parce que je me suis pas simplement limité à Montréal. Il y a des romans qui se passent. J'ai un de mes romans qui se passe à Fermont, dans l'extrême nord. Trois-Rivières est assez présent aussi. Dans le fond, le but que j'ai essayé de faire et que j'atteindrai jamais, c'est d'essayer de décrire le Québec dans sa multiplicité. Mais ça, il faudrait vivre au moins 250 ans pour arriver à le faire. Mais le centre, évidemment, de mon univers romanesque, c'est cette ville-ci. C'est ici que je suis devenu écrivain. Et c'est à Montréal que je dois tout, finalement. Alors, quand on m'a demandé de préparer cette table ronde, j'ai transmis une petite requête à nos invités qui ont accepté, en fait, et je leur ai demandé de choisir alors c'est difficile, hein, mais de choisir un extrait qui serait représentatif de leur lien ou d'un type de lien avec Montréal. Et je vais avoir la même surprise que vous, parce que je ne sais pas quel passage ils ont choisi. Yves Beauchemin, est-ce que vous nous liriez un petit passage? Je crois que c'est un passage qui retrace votre arrivée, justement, à Montréal en 1961, mais je peux me tromper. C'est ça. Voilà, on aimerait vous entendre. Un extrait de Du sommet d'un arbre. Je vais décrire un épisode qui raconte mon départ de Joliette pour Montréal pour mes études à l'Université de Montréal. Ça va être des extraits, il va y avoir des coupures dans ma lecture parce qu'il faut que je retrouve la suite. Oui, je ne parle pas assez. Alors, c'est tiré du sommet d'un arbre. C'est une série de textes que j'ai écrits sur commande, parfois pour Radio-Canada à l'époque. Alors, commençons. Ma vraie vie de citadin... Attendez, il faut que je change de lunettes. Ma vraie vie de citadin commence en fait devant la maison de mes parents à Joliette, fin août 1962, quand je montais dans le petit Anglia de mes amis Richard et Camille Lécuyer. Avec livres et bagages, plus une grosse boîte de provisions que m'avait donnée ma mère pour nous soutenir. Quelques jours plus tard, à peine installé dans notre appartement, je faisais ma première incursion nocturne dans la ville. À mon retour, j'étais devenu Montréalais de la racine des cheveux aux ongles d'orteil. Malgré l'heure tardive, l'idée d'aller me coucher me paraissait tout à fait... Sur des textes... L'idée d'aller me coucher me paraissait tout à fait saugrenue. J'étais sous l'effet de cette délicieuse fatigue de la vingtaine que j'ai ressentie tant de fois. J'ai décidé d'aller me promener en ville. Je me sentais
comme sous l'effet d'un coup de magie. J'étais jeune, libre et seul. Je venais d'écrire un texte inoubliable dont j'ai peine à me rappeler aujourd'hui. Et je circulais en pleine nuit dans une ville inconnue, remplie de rumeurs étranges, parcourue par une tiède brise de fin d'été, éclairée par la seule lueur des néons et des réverbères qui la déformaient, l'agrandissaient, lui donnaient comme une autre âme. Je me rappelle une longue promenade sur la rue Van Horn et mon étonnement ravi devant les vitrines illuminées des boulangeries juives encore ouvertes à 7 heures. Une animation sourde et tamisée régnait partout. L'odeur du pain chaud me poussa dans une boutique. J'en ressortis avec un énorme bagel brûlant. Mon premier est sans doute le meilleur que j'ai jamais mangé. Je fis demi-tour et me dirigeai vers l'avenue du Parc. L'autobus 80 passa devant moi en rugissant. Les portes des restaurants ne cessaient de s'ouvrir pour livrer passage à des noctambules affamés ou repus. Des gens montaient ou descendaient des escaliers, traversaient la rue, s'appelaient d'un trottoir à l'autre. Ça suffit, vous en avez assez entendu. Merci beaucoup. Monique Proulx. C'est vraiment pas le temps. Quelqu'un qui veut te remercier. Quelqu'un qui veut te féliciter pour ta lecture. Alors, ça s'appelle Ça. C'est le plus court texte le plus court texte de fiction que j'ai écrit. Ça. C'est couché sur le trottoir. On dirait une sculpture. Off, ex, post-moderne. On s'approche. Ça pue quand on s'approche. Ça pue et ça remue. Diable, ça a des yeux. Ça tient un grand sac vert qui déborde de choses. On veut voir ce qu'il y a dans le sac. Ça jappe un peu quand on arrache le sac. Heureusement, ça ne mord pas. On ouvre le sac. Déboule silencieusement jusqu'à la rue une bouteille de Caribou vide, de l'argent Canadian Tire, un chandail de hockey troué, une carte périmée de la STCUM, un morceau de stade olympique, un lambeau de société distincte et une vieille photo. Une photo de ça quand c'était humain et petit et que ça rêvait de devenir astronaute. Merci Monique Proulx. Je vais vous lire un petit extrait d'une nouvelle qui s'intitule Le trou noir de Montréal. Peut-être que vous vous demandez, c'est où ça, le trou noir de Montréal? C'est à l'angle des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Car à Montréal, tout part de là, du degré zéro de la ville, plaie béante, ouverture centrale, fortuite rencontre des 4 points cardinaux qui, en cet endroit, s'annulent. Donc, ça se passe dans ce coin-là. Je me souviens m'être dit hier, en traversant le trou noir, le nez dans les airs pour sentir la ville, que les énergies étaient malsaines, que Montréal semblait survoltée, nerveuse, à vif, comme si la ville s'inquiétait. À cette heure tardive, les rues sont étrangement calmes. Ceux qui font la fête sont encore dans les bars et leur soirée atteint son climax. Les autres dorment depuis longtemps. J'étais à la limite nord-est du trou, dépassé l'ancien Dunkin' Donuts poisseux et le magasin de pose d'ongles pour danseuses. Il y avait de la bataille près des Fouf, alors je me suis engagée dans la ruelle qui longe le Métropolis pour éviter de passer par là. Mauvaise idée, évidemment. Je voulais gagner Ontario et c'est à ce moment-là qu'elle m'a interpellée. Elle voulait quelque chose de moi, probablement une cigarette, n'avait pas l'air bien solide sur ses talons hauts, sa main passée dans ses cheveux en tremblant. Je l'ai regardée dans les yeux parce qu'elle me dévisageait.
Un peu naïf de ma part, j'en conviens. Ma robe courte pouvait me faire passer pour une des leurs qui s'aventurait dans sa zone à elle, le no man's land derrière la salle de concert où se garent parfois les autobus de tournée, un spot à pipe. « What's your problem? » Oui, je me souviens, c'est ça qu'elle m'a demandé. Il me reste à remercier nos 3 invités et à vous inviter à les rejoindre, puisque, si je ne me trompe pas, vous êtes tous et toutes en dédicace, donc au stand d'Alto. 1501. Voilà, au stand de Boréal. Le 1701. 1701 et Yves Beauchemin chez Québec Amérique. Je n'ai pas le numéro. Je suis chez Québec Amérique. Chez Québec Amérique. Pas loin d'ici, apparemment. Voilà. Donc, si vous voulez retrouver nos invités, sont à votre disposition. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette rencontre. Philippe. Merci. Merci à vous. Merci tout le monde. Merci. Merci à vous.